Le ciel d'automne est gris et lourd au-dessus de la forêt normande. Les feuilles mortes craquent sous les pieds de Thomas, alors qu'il marche entre les chênes, son panier de champignons à moitié rempli. Il a 13 ans, et connaît ces bois comme sa poche. Chaque sentier, chaque clairière, chaque cachette. C'est son royaume secret loin de la guerre qui déchire le pays. Le silence de la forêt est soudainement brisé par un bruit qui vient du ciel. Un bourdonnement mécanique, irrégulier, saccadé. Thomas lève instinctivement la tête, scrutant le plafond gris des nuages. Le bruit se rapproche. Ce n'est pas le vrombissement régulier d'un avion en bonne santé. C'est quelque chose de malade, de mourant. Un moteur qui tousse, qui crache, qui hurle sa détresse. Puis il le voit. Le Spitfire émerge des nuages bas, si bas que Thomas peut distinguer les marques de la rave sur les ailes. L'avion penche dangereusement sur la droite. De son moteur jaillit une épaisse fumée noire qui trace une ligne tordue dans le ciel. Le bruit est assourdissant maintenant. Un rugissement désespéré de métal en souffrance. L'hélice tourne encore mais de manière chaotique, produisant un sifflement strident qui glace le sang. Thomas reste figé, le panier tombant de ses mains, les champignons s'éparpillant sur les feuilles mortes. Ses yeux suivent la trajectoire de l'avion. Le pilote essaie de contrôler la descente, cherchant désespérément un endroit où se poser, mais il n'y a que des arbres à perte de vue. Le Spitfire perd de l'altitude rapidement, trop rapidement. La fumée noire devient plus épaisse, presque opaque. Des flammes oranges commencent à lécher le capot du moteur. L'avion fonce droit vers la forêt. Thomas voit le moment exact où le pilote abandonne tout espoir de planer. L'appareil pique soudainement, cherchant à éviter les plus grands arbres. Mais c'est inutile. Le Spitfire percute la canopée avec un fracas horrible. Les branches explosent, le bois se déchire, le métal hurle. L'avion disparaît dans le feuillage dense, laissant derrière lui une pluie de feuilles, de branches brisées et de débris métalliques. Pendant une fraction de seconde, le silence revient. Juste le vent dans les arbres et quelques oiseaux effrayés qui s'envolent. Puis l'explosion. Sourde, profonde, une onde de choc qui traverse la forêt. Pas l'explosion spectaculaire d'un film, mais quelque chose de plus sinistre. Un boom étouffé suivi d'un grondement continu. Une colonne de fumée noire s'élève immédiatement au-dessus des arbres, visible de kilomètres à la ronde. Thomas reprend ses esprits. Son cœur bat si fort qu'il l'entend dans ses oreilles. Le crash s'est produit à peut-être 400 mètres, vers l'est, près de la vieille clairière du charbonnier. Le pilote est peut-être encore vivant. Peut-être blessé. Peut-être en train de brûler. Mais Thomas sait autre chose. Il sait que la patrouille allemande qui surveille la route principale a aussi vu l'avion tomber. Il sait qu'ils ont vu la fumée. Il sait qu'ils arrivent. Il doit y arriver le premier. Thomas se met à courir. Il connaît un raccourci, un sentier étroit qui serpente entre les ronces et les aubépines, que les adultes évitent, mais que lui empruntent depuis des années. Ses jambes pompent frénétiquement. Les branches lui fouettent le visage. Les épines déchirent sa veste, griffent ses mains, mais il ne ralentit pas. Chaque seconde compte. Il peut entendre la fumée maintenant. Non, pas l'entendre, la sentir. L'odeur âcre du kérosène brûlé, du caoutchouc fondu, du métal surchauffé. Elle devient plus forte à chaque foulée. Il traverse un ruisseau à gué, l'eau glacée éclaboussant ses jambes. Il grimpe une petite butte, ses pieds glissant sur les feuilles humides. Les épines des ronces accrochent son pantalon, déchirent le tissu, mais il force le passage, ignorant la douleur. À travers les arbres, il voit maintenant la lueur orange des flammes. La fumée noire forme un mur presque opaque. Il tousse, ses yeux piquent, mais il continue. Et puis il entend autre chose. Un bruit mécanique différent. Plus bas, plus lourd. Le grondement de moteurs diesel. Des camions. Sur la route qui longe la forêt, à moins de 300 mètres. Les Allemands. Ils arrivent vite. Thomas peut imaginer les soldats entassés à l'arrière, armés, prêts à capturer le pilote ennemi. Il court encore plus vite, ses poumons brûlant autant que l'avion en feu devant lui. Il doit arriver avant eux. Il le doit. Il débouche enfin dans la clairière et s'arrête net. Le spectacle le frappe comme un coup de poing. Le Spitfire guite au centre de la clairière comme un oiseau blessé, l'aile gauche arrachée et reposant 10 mètres plus loin contre un tronc. Le reste de l'appareil est tordu, déformé par l'impact. Le nez est complètement écrasé, l'hélice tordue en une forme grotesque. Mais c'est le feu qui domine tout. Des flammes oranges et jaunes dévorent le moteur et rampent vers le cockpit.
La chaleur est immédiate, intense, suffocante. Thomas doit lever son bras devant son visage tant elle est violente. La fumée noire tourbillonne partout, emportée par le vent, rendant difficile de voir clairement. Mais Thomas distingue la silhouette dans le cockpit. Le pilote. Affalé en avant contre le tableau de bord. Immobile. Le verrière du cockpit est fissuré mais encore en place, créant une cage de verre autour de l'homme. Thomas avance vers l'épave mais la chaleur le repousse comme un mur invisible. Il fait un pas. 2 pas. La température est incroyable. On dirait que l'air lui-même brûle. Ses cheveux frisottent. Sa peau tiraille. Il peut sentir ses sourcils se recroqueviller. Il regarde autour de lui, désespéré. Il ne peut pas s'approcher davantage sans se brûler. Puis il voit un bout de tissu accroché à une branche basse, probablement arraché à l'uniforme du pilote lors du crash. Thomas l'attrape, le trempe rapidement dans une flaque d'eau boueuse près d'un arbre déraciné, et le plaque contre son visage comme un masque improvisé. Il fonce vers l'épave. Chaque pas est une torture. Ses vêtements commencent à fumer, ses mains tremblent. Mais il atteint le fuselage. Le métal est brûlant même sans le toucher directement. La verrière du cockpit est juste devant lui, couverte de suie et de fissures en toile d'araignée. Le pilote bouge faiblement. Il est vivant. Son casque de vol est fendu sur le côté. Du sang coule sur sa tempe. Ses yeux papillonnent, à demi conscient. Il essaie de dire quelque chose mais aucun son ne sort. Ses mains agrippent faiblement les sangles de son harnais, mais ses doigts glissent, incapables de trouver la boucle. Thomas attrape le bord de la verrière et tire. Elle ne bouge pas. Il tire encore. Rien. Elle est coincée, probablement tordue par l'impact. Il peut voir que le feu gagne du terrain, les flammes rampant le long du fuselage comme des doigts avides. Dans quelques secondes, elles atteindront le cockpit. Et plus loin derrière, le réservoir de carburant principal. Quand il explosera, il ne restera rien. Le tissu humide sur le visage de Thomas commence à sécher, la chaleur l'évaporant rapidement. La fumée s'insinue dans ses poumons malgré le masque de fortune. Il tousse violemment mais ne lâche pas prise. Il cherche autour de lui quelque chose, n'importe quoi. Ses yeux tombent sur un morceau de métal dentelé, probablement un bout de l'aile arraché. Il le saisit, ignorant la chaleur qui brûle ses paumes, et le coince sous le rebord de la verrière. Il fait levier. 1 fois. 2 fois. Ses muscles hurlent. Le métal coupe ses mains. Du sang mêlé de sueur coule entre ses doigts. Et soudain, la verrière cède. Elle s'ouvre brusquement, glissant vers l'arrière sur ses rails tordus. L'air frais s'engouffre dans le cockpit, alimentant brièvement les flammes qui rugissent encore plus fort. Thomas n'a pas le temps de réfléchir. Il se penche dans le cockpit. Le pilote est retenu par un harnais à 4 points. Les sangles sont tendues, mordant dans les épaules de l'homme. Thomas cherche frénétiquement la boucle de libération centrale, celle que les pilotes utilisent pour se dégager rapidement. Ses doigts glissent sur le métal couvert de sang et de suie. Là, il la trouve. Il tire. Rien. Elle est bloquée. La violence de l'impact a dû tordre le mécanisme. Thomas tire encore, de toutes ses forces. Le métal refuse de céder. Les flammes atteignent maintenant le bord du cockpit. Thomas peut sentir ses cheveux roussir. Le pilote ouvre les yeux, conscient maintenant de la situation. Ses yeux bleus rencontrent ceux de Thomas. Il y a de la peur dedans, de la résignation. L'homme sait qu'il va mourir. Thomas refuse d'accepter ça. Il fouille dans sa poche et en sort son couteau de poche, le même qu'il utilise pour couper les champignons. La petite lame pliante semble ridiculement inadéquate face aux sangles épaisses en toile. Mais c'est tout ce qu'il a. Il ouvre la lame et commence à scier la première sangle. Le tissu résiste. C'est conçu pour retenir un homme lors de manœuvres aériennes violentes. Ce n'est pas censé se couper facilement. Thomas scie frénétiquement, la lame glissant, accrochant, progressant millimètre par millimètre. La première sangle cède enfin. L'épaule droite du pilote s'affaisse. Thomas attaque immédiatement la deuxième. Ses mains tremblent si fort qu'il peut à peine tenir le couteau. La fumée est partout maintenant. Il ne voit presque plus ce qu'il fait. Il travaille au toucher, sentant les fibres se séparer une à une sous la lame. La deuxième sangle cède. Le pilote s'effondre en avant. Thomas le retient d'une main, continuant à couper avec l'autre. Troisième sangle. Quatrième sangle. Chacune semble prendre une éternité alors que les secondes s'écoulent à toute vitesse.
La dernière sangle se rompt. Le pilote est libre. Thomas le saisit sous les aisselles et tire. L'homme est lourd, alourdi par son équipement de vol. Thomas a 13 ans et ne pèse pas grand-chose lui-même. Mais l'adrénaline lui donne une force qu'il ne savait pas posséder. Il tire. L'homme bouge de quelques centimètres. Il tire encore. Encore. Le corps glisse sur le siège, puis sur le rebord du cockpit. Les jambes du pilote s'accrochent sur quelque chose. Thomas tire plus fort, ignorant la douleur dans son dos. Les jambes se libèrent. Le pilote tombe en dehors du cockpit et s'effondre sur Thomas. Les deux tombent sur le sol de la clairière. Thomas peut à peine respirer sous le poids de l'homme. Mais il roule sur le côté, se remet debout et commence à traîner le pilote loin de l'épave. 10 mètres. 20 mètres. Ses pieds glissent sur les feuilles. Il trébuche sur une racine, manque de tomber, mais se rattrape. 30 mètres. La chaleur diminue légèrement. 40 mètres. Il peut respirer un peu mieux. 50 mètres. L'explosion le projette au sol. Même à cette distance, l'onde de choc est violente. Le réservoir de carburant a finalement cédé. Une boule de feu orange et rouge s'élève dans le ciel, emportant avec elle les restes du Spitfire. Des morceaux de métal incandescent retombent partout dans la clairière. L'un d'eux atterrit à 2 mètres de Thomas, crachant des étincelles. Thomas reste couché là un instant, ses oreilles bourdonnant, son corps tremblant. Le pilote est étendu à côté de lui, inconscient mais respirant. Thomas peut voir sa poitrine se soulever et s'abaisser. Puis il entend les voix. Allemandes. Fortes. Proches. Très proches. À travers les arbres à la limite de la clairière, il voit les uniformes Feldgros. 6, 7 soldats. Peut-être plus. Ils ont entendu l'explosion et arrivent en courant. Ils seront là dans quelques secondes. Thomas regarde frénétiquement autour de lui. La clairière n'offre aucune couverture. Ils sont complètement exposés. Le pilote ne peut pas courir. Thomas ne peut pas le porter plus loin. Ils sont foutus. Puis il le voit. À 3 mètres sur sa gauche. Un vieux tronc d'arbre tombé, énorme, moussu. Et à sa base, là où les racines ont été arrachées de la terre, un creux. Un trou sombre créé par l'effondrement de l'arbre il y a des années. C'est petit. Très petit. Mais c'est leur seule chance. Thomas saisit le pilote et le traîne vers le trou. Chaque centimètre demande un effort surhumain. Ses muscles hurlent. Mais il y est presque. Presque. Il pousse le pilote dans le creux. L'homme est trop grand. Ses jambes dépassent. Thomas les plie, les force à rentrer. Il recouvre le corps avec des feuilles mortes, des branches, tout ce qu'il peut trouver rapidement. Les voix allemandes sont maintenant dans la clairière. Thomas peut entendre leurs bottes marteler le sol, des ordres criés, le cliquetis métallique des armes. Thomas se jette dans le trou à côté du pilote. Il s'aplatit autant que possible, tirant des feuilles et des branches sur lui. L'espace est claustrophobique. Il est pressé contre le pilote inconscient, contre la terre humide, contre les racines noueuses de l'arbre. Il peut à peine bouger. Il peut à peine respirer. Il ferme les yeux et se force à rester immobile. Complètement immobile. Même quand un insecte rampe sur sa joue. Même quand une racine lui rentre dans les côtes. Même quand il a envie de tousser à cause de la fumée qui irrite encore sa gorge. Les bottes des soldats sont partout maintenant. Thomas peut les entendre marcher autour de l'épave en feu. Leurs voix sont fortes, excitées. Ils parlent rapidement en allemand. Thomas comprend quelques mots. Pilote, où, chercher, vivant. Une paire de bottes s'arrête à moins d'1 mètre du tronc d'arbre. Thomas peut voir le cuir noir luisant à travers les feuilles qui le recouvrent. Le soldat se tient là, silencieux. Il regarde autour de lui. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce qu'il soupçonne? Thomas retient sa respiration. Son cœur bat si fort qu'il est sûr que le soldat peut l'entendre. Les secondes s'étirent comme des heures. Le soldat ne bouge pas. Thomas peut voir maintenant le bout de sa botte qui touche presque le bord du trou. Puis une voix appelle en allemand. Le soldat répond. Il s'éloigne. Ses bottes disparaissent de la vue de Thomas. Mais Thomas ne bouge toujours pas. Il reste là, figé, à peine respirant. Les soldats continuent de fouiller la clairière. Il entend des branches qu'on écarte. Des ordres aboyés. Le grésillement de l'épave en feu. Des conversations radio. À côté de lui, le pilote remue faiblement. Thomas pose sa main sur la poitrine de l'homme, doucement mais fermement. Un signal silencieux. Ne bouge pas. Reste silencieux.
Le pilote semble comprendre. Il se fige à nouveau. Les minutes passent. 5, 10, 15. Les voix allemandes deviennent de plus en plus frustrées. Ils ne trouvent rien. Pas de corps dans l'épave. Pas de traces dans la clairière. Le pilote s'est évaporé. Finalement, Thomas entend un ordre différent. Plus autoritaire. Probablement un officier. Les soldats répondent. Il y a des bruits de mouvement. Les bottes s'éloignent. Les voix diminuent. Thomas attend encore. Longtemps. Il ne prend aucun risque. Le soleil qui filtrait à travers les nuages commence à baisser. Les ombres s'allongent dans la clairière. L'épave du Spitfire continue de brûler faiblement, juste des braises maintenant. Enfin, quand le silence est absolu depuis au moins une demi-heure, Thomas ose bouger. Lentement. Très lentement. Il écarte quelques feuilles et regarde prudemment hors du trou. La clairière est vide. Les Allemands sont partis. Il se hisse hors du trou, chaque muscle protestant. Il est couvert de terre, de feuilles, de sang séché. Ses mains sont brûlées et coupées. Ses vêtements sont déchirés. Mais il est vivant. Il regarde vers le pilote. L'homme a ouvert les yeux et fixe Thomas. Malgré la douleur évidente sur son visage, il y a quelque chose d'autre dans ses yeux. De la gratitude, du respect. Le pilote essaie de parler. Sa voix est rauque, cassée. En anglais. Thomas ne comprend pas tous les mots, mais il comprend l'essentiel. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Comment tu t'appelles? Thomas sourit faiblement. Il aide le pilote à s'asseoir, vérifie ses blessures. Rien de cassé apparemment, juste des contusions et des brûlures superficielles. Une chance incroyable. Maintenant vient la partie difficile. Emmener cet homme loin d'ici. Le cacher. Le soigner. Le ramener vers les lignes alliées peut-être. Mais pour l'instant, ils sont vivants. Et dans cette guerre, dans cette forêt, en ce moment précis, c'est tout ce qui compte. Thomas regarde le ciel qui s'assombrit. Il connaît une vieille cabane de chasseurs abandonnée à 2 kilomètres d'ici. Ils peuvent y arriver avant la nuit si le pilote peut marcher. Il aide l'homme à se lever. Ils commencent à avancer lentement entre les arbres, s'éloignant de l'épave fumante, s'éloignant de la route, s'enfonçant dans la sécurité de la forêt profonde. Derrière eux, le Spitfire n'est plus qu'un tas de métal tordu et noirci. Mais son pilote vit, sauvé par un garçon de 13 ans qui a couru plus vite que les soldats, qui a bravé les flammes, et qui a su se cacher au moment crucial. Un héros sans uniforme. Un héros avec juste un couteau de poche et un courage sans limite.